La Révolution tranquille des années 60 est un tournant majeur dans l'histoire du Québec. Cette transition importante amorce la séparation de l'Église et de l'État. C'est une rupture avec la tradition, un pas vers la modernité, une réorganisation totale de l'appareil étatique québécois. L'école, la santé et les services sociaux sont confiés à l'État, chargé de mettre en place de nouveaux programmes. Cette période est marquée par la libéralisation des mœurs et par une montée fulgurante du nationalisme québécois. Les points culminants sont l'Exposition universelle de 1967, la visite du général de Gaulle la même année, la crise d'octobre de 1970 et l'arrivée de René Lévesque au pouvoir en 1976. « 1967, disons que c'est une année charnière qui nous a mis sur le monde et qui a mis Montréal sur la carte du monde. Mais avant 1967, il y a eu un grand chambardement que j'ai vécu aussi. Ça s'appelait 1960, l'élection de M. Jean Lesage. Donc, un changement de gouvernement. On a abandonné, le Québec a abandonné l'Union nationale avec M. Maurice Duplessis, qui était décédé, lui, au mois de septembre 1959, qui avait été remplacé par un autre, qui lui était décédé aussi le 2 janvier. Et après ça, c'était un autre ministre qui était devenu. Alors, je me rappelle, c'était des élections au mois de juin. Je crois que c'était aux alentours de début de juin, je ne me rappelle plus exactement, en tous les cas. Alors, c'était un grand changement. On l'appelait l'équipe du tonnerre, Jean Lesage. Il y avait évidemment Eric Kearns, ministre des Finances. Il y avait René Lévesque. Il y avait Paul Gérin-Lajoie. Alors, avec toute cette équipe-là de jeunes, voilà que le gouvernement Lesage, le gouvernement libéral, a enclenché, je dirais, une révolution. On a appelé ça aujourd'hui la Révolution tranquille, mais un changement de culture, de mise à jour du Québec dans le monde moderne d'aujourd'hui. Et le premier item, ça a été, en 1963, l'élection référendaire sur la nationalisation de l'électricité avec René Lévesque, qu'on connaissait évidemment parce qu'il était journaliste avant à Radio-Canada, à Point-de-Mire, et c'est lui qui expliquait évidemment tout ce qui se passait au niveau international. Donc, cette élection a été gagnée. Donc, par la suite, la nationalisation de l'électricité fut réalisée. Et à cette époque, on se rappelle qu'un dénommé Jacques Parizeau était aussi un fonctionnaire du gouvernement libéral et c'est lui qui, avec d'autres, sont allés chercher les capitaux nécessaires à New York pour, évidemment, acheter les compagnies d'électricité qu'on voulait nationaliser, la Southern Canada Power et d'autres aussi. Mais l'année suivante fut une année intéressante, 1964. Intéressante à tout point de vue. D'abord, il y a eu évidemment un nouveau pape qui a succédé au pape Pie XII. 1963, c'était l'arrivée de Jean XXIII. Et Jean XXIII, on se disait, bon, c'est un vieux, c'est un pape de transition, voilà, il n'y aura pas grand poussière qui va lever, on va attendre après. Mais toujours est-il qu'il nous a surpris. Il a convoqué une réunion spéciale à Rome de tous les évêques du monde. Alors ça, on appelle ça un concile écuménique, pour, disait-il, faire entrer de l'air dans l'Église. On appelait ça à ce moment-là un aggiornamento, mise à jour. Alors évidemment, quand on ramasse tous ces gens-là avec des spécialistes, ça brasse des idées et ça brasse aussi de grands théologiens qui étaient là aussi, dont l'ancien pape Benoît XVI et le cardinal Ratzinger, qui était là aussi avec d'autres et d'autres aussi. Ici, le cardinal Léger a fait partie, évidemment, de ces grands théologiens qui ont eu à prendre parole en 63 et en 64.
Mais le pape est mort, il a été remplacé par Paul VI, et Paul VI qui a terminé le concile en 1965. Ce concile a produit plusieurs documents, je ne les ai pas apportés ici, donc qui ont, je dirais, amené beaucoup de changements nouveaux dans l'Église. Le premier qui touchait à tout le monde, je dirais, c'est la langue du peuple. Alors, on a abandonné les messes en latin pour les célébrer dans la langue des populations. Et en plus, au lieu d'être dos au peuple, comme autrefois, on a emmené l'autel, ou un autel portatif, qu'on a mis dans le cœur face à l'Assemblée. Donc, c'est ensemble qu'on forme le peuple de Dieu, toute une nouvelle orientation, et ça a amené aussi tout un changement extraordinaire dans la vie de l'Église, dans la vie de la catéchèse. Mais, encore là, ça prend du temps à être impliqué, puis à être aussi mis à jour dans les différentes communautés. Ça a eu comme répercussion dans les grands séminaires, moi-même dans les 2 premières années de théologie, mais les volumes étaient en latin. Alors, je lisais le latin, on comprenait le latin. Mais les 2 dernières années, nos volumes étaient en français. Donc, puis on avait des nouveaux volumes de l'orientation. Alors, c'était une époque extraordinaire. Au plan de la société québécoise, 1964, c'est un grand changement. Ça a été la création du ministère de l'Éducation avec Paul Gérin-Lajoie, premier ministre de l'Éducation dans le gouvernement Lesage. Tout cela a eu comme, je dirais, comme répercussion, je dirais, de donner la possibilité à tous les Québécois, Québécoises d'accéder à une éducation secondaire gratuite, alors qu'avant, il fallait payer pour aller dans les collèges classiques, soit pour les garçons, ou encore chez les religieuses ou ailleurs. Et ce n'était pas tout le monde qui avait la possibilité de se payer cela. Il y avait des écoles professionnelles aussi, où là, il fallait payer. Alors, ce ministère a été tout un chambardement au Québec. C'est là qu'on a créé, après, en 1965, les polyvalentes. Là, ça a été, les premières années, un chambardement pas mal, parce que, imaginez, quand on met dans une école, comme ici ou ailleurs, 2200, 2500 élèves, c'est plus que la population d'un village. Dans une concentration, imaginez le fonctionnement de ces jeunes avec les profs puis les encadrements. Ça a été difficile à bien des places. On a réajusté tout cela. Mais à travers tout cela, 1965, 66, 67, des grands chambardements au Québec. C'est la Révolution tranquille, l'évolution aussi au niveau politique, au niveau social, au niveau artistique, au niveau religieux. Alors, il y a eu beaucoup de personnes qui ont quitté les communautés de frères, de prêtres ou de religieuses. Donc, il y a un ajustement là, qui s'est fait à travers tout cela. 1967, c'est l'éclosion. Moi, j'ai participé à tout l'été à cette immense exposition universelle à Montréal qui était extraordinaire. Tous les pavillons, on avait accès à cette culture. En 67, il y a eu l'exposition internationale, la ronde, l'exposition. Et puis, c'était l'exposition de différents pays. Non, ça, c'était en 67 que ça a ouvert. Il y a eu les grosses constructions du pont-tunnel, notre fameux stade. Ça, on en a parlé longtemps, mais il n'était même pas fini quand les Olympiques sont arrivés. Ça nous inquiétait un peu parce qu'on se disait, coudonc, on a l'air de quoi aux yeux du monde? Il y a des millions et des millions de personnes qui suivent ça, puis ils voient un mât, ils voient juste des bouts de branches de métal qui dépassent. Puis, fait qu'on était un petit peu, pas choqués, mais gênés
gênés. Qu'est-ce que le Canada fait là? Tous les pays étaient représentés, ou la majorité. La majorité, les États-Unis, le Japon, la Chine. Puis il y avait la ronde. C'était pas ce qu'elle est maintenant, c'était plus petit, c'était un parc d'attractions. C'était pas plus que ça, mais c'était quand même agréable. On avait des petites, pas de montgolfières, mais des petits wagons dans les airs qui faisaient la traversée de l'exposition universelle à la ronde. Alors, on pouvait visiter les... Puis, une anecdote, j'étais avec mon mari puis quelques amis. Bon, j'avais 16 ans, 16, 17 ans. Et puis, j'arrive avec mon mari, on va au pavillon chrétien. Parce que, comme je disais, on avait été élevés tellement côté religieux, c'était épouvantable. Puis quand on sortait du pavillon, ils nous donnaient toujours un tout petit peu de vin, puis un morceau de pain, une petite brioche. Donc là, on sortait, on revenait dans la foule, dans la file, on rentrait, on reprenait un petit peu de vin, puis on prenait notre petite brioche. On pouvait faire ça 5-6 fois sans qu'ils s'aperçoivent vraiment qu'on recommençait tout le temps. Mais nous autres, ça nous faisait notre affaire. On prenait un petit coup de vin, puis en même temps, on mangeait. C'était des belles petites brioches. On riait de voir que les gens ne pouvaient pas nous reconnaître avec la quantité de personnes qui passaient là. Mais on faisait ça à chaque fois qu'on y allait, presque à tous les jours. On avait nos pauses pour la saison. Puis, on passait 5-6 fois. On rentrait à la sortie, on prenait notre petit verre de vin. Ben, c'était vraiment une gorgée ou peu. Puis, la petite brioche. Fait que, des fois, on dînait comme ça, au lieu d'aller manger au restaurant. À travers tout cela, on peut dire après, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Et la drogue est rentrée, et tout. Beaucoup de chambardements. C'était l'ouverture du Québec au monde d'aujourd'hui. 1970, voilà qu'il y avait des mouvements qui éclataient. Et au Québec, on a subi aussi quelque chose qui a éclaté. On a appelé ça Octobre 70, la Révolution, le FTQ, l'enlèvement d'un ministre libéral, de M. Bourassa, qui a été enlevé, qui est mort, qui s'appelait M. Laporte. Donc, le FLQ avait des revendications, des demandes, et on a subi aussi, à cette époque, un grand coup antidémocratique, je dirais, avec la loi des mesures de guerre que M. Trudeau a proclamée et qui enlevait toute défense de tous les citoyens. On perdait tous nos droits. On pouvait être arrêté n'importe quand, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, sans aucune considération, et même, on ne pouvait même pas demander pourquoi vous nous arrêtez. La loi des mesures de guerre, c'est ça, c'est très, très sévère. Et au Québec, 450 personnes ont été arrêtées et emprisonnées quelques semaines ou quelques mois, puis on les a relâchées par la suite, évidemment. Est-ce que c'était nécessaire? L'histoire le dira, ça, je n'ai pas à me prononcer sur ça. C'est qu'on brimait nos droits. Il est apparu le FLQ avec l'enlèvement de M. Cross et M. Laporte. Et nous, on pensait qu'il tuerait M. Cross parce qu'il était un anglophone, puis le FLQ, c'était vraiment le Fonds de libération du Québec. Et après leur enlèvement, ça a été épouvantable. Là, l'armée est arrivée. Et dans les rues de Montréal, sur les toits de l'hôtel de ville, il y avait des militaires armés. Quand on voyait ça, c'était très impressionnant parce que il y en avait partout. Surtout dans le centre-ville, là, il y avait beaucoup de militaires. Ils ont fait beaucoup d'arrestations, même de vedettes. Pauline Julien, c'en était une, ceux qui avait été arrêtée. Il y en a eu plusieurs artistes qui ont été arrêtés, soi-disant qu'ils faisaient partie de cette fameuse FLQ-là. Mais quand ils ont retrouvé le corps de M. Laporte, il était dans le coffre d'une voiture, si je me rappelle bien. Là, c'était pas croyable. Personne ne comprenait. Parce que le FLQ, c'était vraiment le Fonds de libération du Québec.
Donc, on croyait plus que M. Cross soit tué que M. Laporte. Finalement, ça a tourné, ça a été des choses ça, que j'ai vécues, moi, que j'ai vues, là, puis que je me rappelle très bien là, de tous ces événements-là. Les actes des comédiens, pas des comédiens, les chanteurs, ils essayaient de faire une chanson qui se rapportait. S'il y avait des chansons qui se rapportaient le moindrement au Fonds de libération, disons, du Québec, ou des mots qui en disaient long, mais c'est sûr que ce gars-là ou cette femme-là était arrêtée. C'est pour ça que Pauline Julien, entre autres, il y a eu Charles Bois, je me rappelle bien, qui avait été aussi arrêté. Alors, c'est ça, c'était vraiment là, la pagaille, là, côté policier, côté armé. C'était comme un siège. C'était vraiment, là, on pouvait marcher, mais c'est tout. On ne regardait pas trop de chaque bord parce qu'il y avait de l'armée, vraiment, surtout dans le centre-ville. Moi, je demeurais dans l'Est complètement. Alors, c'était un coin résidentiel. Ça c'était pas mal. Mais quand on devait sortir là, pour aller dans le centre-ville, on rencontrait là, les militaires. Certains gentils nous souriaient. Puis on les voyait fouiller des gens. Certaines personnes, je ne sais pas s'ils avaient l'air suspects, mais ils les prenaient puis ils les fouillaient d'emblée, comme ça, sur la rue, ils les fouillaient. Ce qu'on ne verrait pas aujourd'hui, dans le sens qu'ils n'arrivent pas sur le milieu de la rue, puis bon, vous, les mains, vous par terre, puis on vous fouille. Mais dans ce temps-là, c'était de même. Les gens étaient projetés par terre, puis dès que, je sais pas, peut-être que le visage ne leur revenait pas, ou ils avaient vu un visage sur une recherche, un mandat de recherche, puis la personne ressemblait à la photo. Souvent, c'était des photos, pas des vraies photos, des portraits robots. Alors, ça, c'était une période de mon adolescence que j'oublierai jamais. Et à travers tout cela, continuait un cheminement de nationalisme plus démocratique. Et par la suite, il y a eu la fondation du Parti québécois. Et en 70, évidemment, ce sont les premiers députés du Parti québécois qui ont été élus, 6. Et justement, aujourd'hui, on regardait dans le journal, le premier député noir, Jean Alfred, a été élu à ce moment-là et il vient de décéder. Bon. Alors, ça a été le début du nationalisme qui continuait. En 1973, il y a une autre élection qui a eu quelques députés du Parti québécois qui ont été élus. Et je pense c'est un ou deux. Puis là, le gouvernement libéral de M. Bourassa a pris le pouvoir encore plus fort. Par contre, 3 ans plus tard, en 1976, en novembre 1976, eh bien, ça a été l'inverse. Ça a été le renversement. Et à la grande surprise, évidemment, le Parti québécois a pris le pouvoir à ce moment-là. L'année où René Lévesque a été élu premier ministre du Québec, lui était pour la libération du Québec, faire du Québec un pays. Alors, quand il a remporté ses élections, on était tous fous de joie. On était en campagne, parce que j'avais une sœur à mon mari, qui demeurait à Saint-Denis-sur-Richelieu. Il n'y avait pas un voisin 1000 à la ronde. Alors, on avait fêté ça là. Puis, j'ai un petit beau-frère, un frère à mon mari qui était décédé noyé l'été suivant, parce que ça, c'était vers le mois de septembre, les élections. Puis, mon petit beau-frère de 21 ans s'est noyé en juillet. Puis, lui, il était vraiment péquiste, jusqu'à la moindre, jusqu'au bout des ongles. Puis, on a dit, c'est pour toi, Gilles. Puis, c'est pour toi, Gilles. Tu vois, René est rentré. Mais quand René Lévesque a été élu premier ministre, oui, on a surveillé ses promesses, tout ce qu'il avait promis, tout ce qu'il disait qu'elle allait. Il faisait pas des promesses qu'il savait qu'il ne pouvait pas tenir. Il a vraiment changé le Québec. Je pense que c'est un des ministres québécois qui a vraiment changé le Québec, comme Trudeau qui a transformé le Canada un peu, quand même, de sa manière. René Lévesque a fait des changements, c'est sûr, puis
Il a tenu sa parole. Selon moi, de ce que je me souviens, c'était un bon premier ministre. Toujours la cigarette dans le coin de la bouche. Puis, il y avait toujours sa cigarette dans la bouche. Toujours. À part que lorsqu'il parlait, là, il faisait un discours, disons qu'il s'en passait un peu, mais en général, il était vraiment addict à la cigarette, ça c'est sûr. Mais on l'aimait beaucoup. Bon, c'était un homme qui était parti de rien, puis il était monté au niveau où il était, c'était quelque chose. Oui, parce que nous, on croyait en lui. D'accord, il n'avait pas pu remplir toutes ses obligations, mais il avait fait quand même du Québec une province vivable. Puis ça, on l'a apprécié. Puis, mais ça nous a fait de la peine qu'il ait perdu. Parce que c'est sûr que les libéraux étaient plus nombreux comme voteurs. Parce que c'était beaucoup les gens de 60 ans et plus qui avaient été libérales toute leur vie, puis ils continuaient à l'être, peu importe qui était le premier ministre. Ils restaient très reconnaissants aux libéraux. Puis mon beau-père, c'était un homme, les deux pieds bien enfoncés dans le libéral, puis il ne fallait pas y parler de René Lévesque. Les parents, les grands-parents, il ne fallait pas leur parler de René Lévesque, c'était un démon. Il sort d'où, celui-là, pour nous parler de même? Il n'y a pas de raison de dire qu'on n'est pas un pays, puis on va se faire manger par les États-Unis, puis c'est sûr que les plus vieux, ils ne l'aimaient pas. Mais nous, les jeunes, parce qu'il parlait, il avait parlé pour nous. Parce qu'à l'époque, on était, je pense, plus de jeunes que de personnes de certain âge. Alors, il parlait beaucoup pour nous. Ça a été tout un souffle nouveau. À travers tout cela, le Québec continue à évoluer et l'Église aussi a suivi. On a eu, bien sûr, à travers, moi j'ai connu comme jeune prêtre, nos églises remplies en 1968, 69, 70. On avait 4-5 messes par dimanche par église. Aujourd'hui, c'est bien différent. On jumelle les paroisses et on a moins de monde, évidemment. Mais par contre, les gens reprennent dans la nouvelle catéchèse, la nouvelle évangélisation. On reprend actuellement pour redécouvrir le vrai sens de chacune de nos vies. Le sens, il n'y a pas que le métro, boulot, dodo, mais de se poser une question. D'où est-ce que je viens? Je connais mes parents, oui. Qu'est-ce que je fais ici? Quel est le sens que je donne à ma vie? Puis où est-ce que je vais? On peut donner de différentes réponses à tout cela. Puis quand on regarde notre société, plein de monde cherche dans différents courants pour se trouver un sens. Mais où est-ce qu'on le trouve? Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? Bon, Harmonium. Ça a été un chant comme... C'était plus, je pense, que l'hymne national. Pour nous, c'était notre hymne national. C'est parce que, justement, on était écrasés par le gouvernement, aussi bien fédéral que provincial. Et tout à coup, on était libérés, du moins provincial, en ayant René Lévesque comme premier ministre. Puis cette chanson-là, on la chante encore. C'était quelque chose qui a toujours... Puis c'est toujours les mêmes paroles. C'est pas une chanson à grand déploiement avec des orchestres. C'était vraiment quelque chose de fait sur... Harmonium avait fait ça vraiment sur un coup de tête. Ça a été... c'était vraiment... puis nous autres, on a pris ça comme notre hymne national. Là. C'était ça, notre... on aimait ça, cette chanson. Puis c'était vraiment bon. J'aimais ça beaucoup aussi.